Je suis administrateur général de la Fondation Saine Finance et je suis également présidente de l'Association internationale des investisseurs en économie sociale, INES, et membre du comité consultatif du GICEF, c'est-à-dire le Forum mondial de l'économie sociale et solidaire. À l'origine, moi, je suis une matheuse. J'ai fait un baccalauréat C à l'époque, donc scientifique, et j'ai ensuite fait des études de mathématiques appliquées aux sciences sociales en France. Je me suis ensuite spécialisée en économétrie, donc j'ai une maîtrise de mathématiques appliquées aux sciences sociales et économétrie. Puis j'ai fait un 3e cycle en informatique de gestion. Donc a priori, je n'étais pas partie pour faire de la finance, encore moins de la finance sociale et solidaire. Mais je suis rentrée au Sénégal après mes études, après une courte expérience professionnelle en France, dans le domaine dans lequel j'avais étudié. Et je me suis retrouvée à travailler comme stagiaire à la Chambre de commerce et je travaillais sur un projet directement lié aux opérateurs du secteur informel. Il s'agissait de mettre en place un projet d'alphabétisation fonctionnelle pour ces opérateurs, mais également de les accompagner en formation sur les bases de la gestion et tout. Et je me suis trouvé une passion pour ce secteur-là. J'étais en admiration devant ces gens qui n'avaient pas forcément fait d'études et qui arrivaient à réaliser des choses extraordinaires en termes économiques. Donc je me suis retrouvée aussi à travailler en tant que consultant, à faire de l'appui, de l'encadrement pour les petites et moyennes entreprises et notamment celles du secteur informel. D'abord, je me suis retrouvée effectivement à gérer une structure qui faisait de l'appui aux toutes petites et moyennes entreprises du secteur informel, donc aux structures de microfinance. Et c'est vrai que notre principale cible, c'était les personnes qui étaient exclues du système financier classique. Parmi celles-ci, on a effectivement aujourd'hui des PME, des toutes petites entreprises, on va dire, mais elles ont aussi les mêmes problèmes à un autre niveau que les PME et les start-up du pays, qui est de lever du financement auprès des banques classiques. Je pense que la raison principale, c'est surtout que ces structures bancaires classiques ne veulent pas prendre de risques. C'est vraiment la question du risque, parce que quand on parle de PME, quand on parle de start-up, c'est des domaines qu'ils ne maîtrisent pas et pour lesquels le type d'intervention n'est pas classique et le type de retour sur investissement non plus. Donc, il y a une certaine réticence de la part des banques classiques et on a également le problème des garanties qui se posent. Donc, voilà, je pense que les principales difficultés viennent de la structure même de ce type de PME, PMI ou autres, et aussi de la méconnaissance qu'ont les structures financières classiques de ce secteur. On peut dire que l'économie sociale et solidaire, c'est en fait un ensemble d'activités économiques qui n'ont pas pour finalité première la recherche de gains. Donc c'est d'abord la recherche d'une finalité sociale et environnementale, mais c'est également le mode de fonctionnement, le mode d'organisation qui est basé sur des valeurs, des principes tels que la solidarité, l'équité, le partage, l'utilité sociale. Donc, dans ce type d'entreprise, on retrouve par exemple les associations, les coopératives, les fondations et les entreprises dites entreprises sociales. Moi, quand je démarrais, j'ai commencé en 1994-95 avec le fonds de contrepartie sénégalo-suisse dans lequel j'ai commencé à travailler. Je ne savais pas que j'étais dans l'économie sociale et solidaire, à vrai dire. Et même quand on a transformé cette structure en fondation, à l'époque, on ne parlait pas encore vraiment d'économie sociale et solidaire. Donc, on était dedans sans vraiment le savoir. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une véritable prise de conscience au niveau international qui fait qu'on se rend compte finalement que ce type d'économie-là est beaucoup plus adapté à nos réalités face aux différentes crises qu'on a eu à vivre. Et c'est pour ça peut-être que ça a toute cette envergure et aussi toute une réflexion qui s'organise autour de ce concept d'économie sociale et solidaire, dans lequel, en tout cas moi j'estime que nous on était depuis longtemps, sans pour autant que ça a été conceptualisé comme ça l'est aujourd'hui. Quand on parle d'économie sociale et solidaire, on parle de l'humain au centre.
donc c'est vraiment l'essence même de ce secteur-là. Et c'est là que ça le différencie en fait du système économique classique, on va dire, de l'économie capitaliste, qui met plus en avant la recherche de profit. Sen Finance est né d'une transformation institutionnelle d'un projet qui s'appelait le Fonds de contrepartie sénégalo-suisse. Alors le Fonds de contrepartie sénégalo-suisse, c'est un projet innovant dans le domaine en fait, de la transformation de dette, parce que c'est en 1994 que les Suisses avaient décidé d'annuler la dette d'une partie de leurs créanciers, mais de faire ce qu'ils appelaient du désendettement créatif. Donc ils ont choisi un certain nombre de pays sur certains critères, dont le Sénégal. Il y avait 12 pays à l'époque pour lesquels ils ont décidé d'annuler une partie de la dette, mais que la partie restante serve à financer des projets de développement dans les pays respectifs. Et donc pour le Sénégal, on a annulé 80% du montant de la dette extérieure du Sénégal vis-à-vis de la Suisse et demandant au pays de verser les 20% restants dans un compte qui servent à financer des projets au niveau local. Et c'est ce compte en fait qui était le fonds de contrepartie sénégalo-suisse. La deuxième particularité, c'était dans la gestion, parce qu'il avait été décidé que ce ne serait pas géré directement par l'État sénégalais, mais que ce soit une gestion participative avec des représentants du secteur privé, du secteur public, du secteur parapublic. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec certaines institutions comme la Chambre de commerce, l'UNACOA, qui regroupait les opérateurs du secteur informel, dit informel, le GES, l'AGETIB, le CONGAD avec les ONG d'appui au développement, le CNCR qui regroupe les opérateurs du monde rural. Et ce sont les représentants de ces structures qui géraient ce fonds de contrepartie, qui était destiné à financer des projets avec une priorité pour le secteur primaire. Et au bout de quelques années de fonctionnement, on a décidé en fait d'en faire, plutôt que de faire des petits projets individuels, de faire du fonds une sorte de grossiste qui travaillerait avec les institutions de microfinance pour atteindre toujours sa même cible, c'est-à-dire ces exclus du système financier classique. C'est comme ça que ce fonds de contrepartie s'est retrouvé une sorte de spécialiste dans le refinancement des institutions de microfinance de petite et de moyenne taille. Et au bout d'une dizaine d'années de fonctionnement, il a été décidé de pérenniser la structure. Donc on avait une forme juridique qui n'était pas très claire, qui était assez hybride. Et on a décidé de le transformer en une structure qui serait pérenne et qui pourrait continuer à gérer des fonds d'origine publique, mais aussi capter d'autres fonds, d'autres bailleurs ou apporteurs de fonds. Et c'est comme ça qu'il a été décidé de transformer ce fonds en une fondation d'utilité publique. Et la fondation est donc née en 2007 avec comme dotation initiale ce qui restait de ce fonds de contrepartie et les dotations qui ont été apportées par les différents membres des institutions que j'ai citées tout à l'heure qui constituent aujourd'hui les membres fondateurs de Sen Finance. Et donc aujourd'hui, la fondation continue ce que faisait ce fonds, c'est-à-dire l'appui aux institutions de microfinance et à leurs bénéficiaires, mais également d'autres activités d'encadrement, d'accompagnement, de recherche et d'une manière générale, on est impliqué dans vraiment tout ce qui concerne la microfinance et l'économie sociale et solidaire au Sénégal et à l'international. En termes de bilan, moi je peux dire qu'il y a du positif et il y a du moins positif. C'est-à-dire, le positif pour moi, c'est peut-être l'impact qu'on a pu avoir auprès des populations, de notre cible, parce qu'on a pu, avec une enveloppe initiale qui était à peu près de 1,5 milliard quand on démarrait, on a quand même financé pour plus de 4 milliards à des institutions de microcrédit qui elles-mêmes ont refinancé leurs membres et leurs bénéficiaires. Et on peut dire qu'on a touché aujourd'hui plus de 100 000 personnes à travers ces financements-là. Seulement, pour moi, c'est un bilan qui est mitigé, parce que j'estime que compte tenu de ce qu'on est capable de faire, de l'expérience qu'on a pu acquérir et de l'expertise, on aurait pu aller au-delà, aussi bien en termes de volume qu'en termes de qualité, je vais dire, sur l'accompagnement. Mais on est aussi confronté à des problèmes de ressources. Et je pense qu'il y a peut-être une méconnaissance aussi de la part aussi bien de l'État
qui pourtant est membre est membre fondateur de la Fondation, que aussi des partenaires nationaux et internationaux, sur tout ce que peut faire la Fondation en termes d'accompagnement, d'appui et de financement de ce secteur-là. Une fondation, c'est en fait un regroupement de biens pour une utilité sociale, publique. C'est-à-dire que c'est une fondation d'utilité publique. Donc on met en commun des ressources pour atteindre un objectif social d'utilité publique. Tandis qu'une association, c'est un regroupement de personnes qui sont regroupées autour d'un projet commun, qui peut être un projet pour eux-mêmes, pas forcément justement un projet d'utilité publique. C'est la grande différence. Il y en a d'autres, mais je pense que c'est la principale. INES, c'est une association, justement, donc c'est une association internationale des investisseurs en économie sociale. C'est-à-dire que c'est une association qui regroupe des structures qui sont toutes mues par la même volonté, c'est-à-dire d'investir, de financer le secteur de l'économie sociale et solidaire. Donc c'est une association qui a été créée en 1989, qui est née en Europe et créée par les banques, ce qu'on appelle les banques éthiques surtout, françaises, qui étaient des banques qui sortaient un petit peu du circuit classique, mais qui avaient justement cette ambition de financer des projets à fort impact social et environnemental. Et puis ça s'est internationalisé. Et aujourd'hui, INES regroupe une quarantaine d'institutions sur tous les continents, de diverses tailles, de diverses approches. Donc on a par exemple des institutions de microfinance qui sont dedans, comme on a des gros fonds d'investissement européens ou nord-américains, et on a également d'autres types de structures qui sont toutes, en tout cas, des structures qui financent l'économie sociale et solidaire. Et donc Senfinance avait été coopté par un partenaire pour intégrer INES. Donc on a intégré INES depuis 2013. Et moi, j'ai intégré le conseil d'administration après 2 années de présence dans le réseau. Et lors de la dernière assemblée générale en septembre 2022, j'ai donc été portée à la tête du conseil d'administration d'INES. Personnellement, pour moi, il n'y a pas de formule magique nulle part. Par contre, je pense qu'aujourd'hui, face à l'environnement auquel nous sommes confrontés et aux différentes crises que nous sommes en train de traverser, on se rend compte, je pense, que ce qui est important, c'est de remettre l'humain au centre. Et à partir du moment où on est d'accord que c'est remettre l'humain au centre, sur le plan économique, on est obligé d'appliquer le modèle de l'économie sociale et solidaire avec ces valeurs qui sont ces valeurs de partage, de mutualisation, de solidarité et d'accompagnement aussi. Donc je pense que ce n'est peut-être pas une solution magique, mais c'est un modèle sur lequel, en se basant sur ce modèle-là, l'autonomisation, c'est-à-dire la réduction aussi des écarts, devrait être quelque chose qui va être plus facile que si on reste dans le modèle économique capitaliste. Je pense que c'est vraiment une opportunité extraordinaire parce qu'aujourd'hui, au niveau mondial, l'économie sociale et solidaire a le vent en poupe. Tout le monde en parle, tout le monde et je pense que c'est légitime. Et que ce soit que le G7, c'est une énorme organisation mondiale qui regroupe aussi des structures et collectivités territoriales de tous les continents. Ce sera le premier forum, en tout cas en Afrique francophone, organisé par la ville de Dakar. Je pense que c'est une opportunité pour tout le pays, en fait, et même au-delà, en termes déjà de reconnaissance du Sénégal comme étant un acteur clé de l'économie sociale et solidaire, mais aussi en termes de reconnaissance à tout point de vue, et on attend 3 à 4 000 participants qui viennent de partout. Donc sur le plan économique, c'est forcément une opportunité majeure, mais aussi de faire connaître nos artisans, nos femmes transformatrices, nos start-up. En fait, tout notre système économique, normalement, devrait être aussi mis en valeur durant ce forum-là et lui permettre une ouverture sur le monde. Je pense que vraiment, il y a eu énormément d'avancées parce que nous, il y a quelques années, on se disait, oh là là, on est dans un contexte où on n'est pas encadré, il n'y a pas de loi et tout ça. Je pense qu'il y a eu quand même une véritable prise de conscience au niveau de nos autorités avec la création d'un ministère dédié déjà il y a quelques années et notamment l'adoption de la loi d'orientation sur l'économie sociale et solidaire l'année dernière, il y a 2 ans à peu près. Et
une véritable prise de conscience. Aujourd'hui, on a un cadre légal et réglementaire qui est en train d'être mis en place. Nous qui sommes des financeurs de l'ESS, on saura que ça, c'est vraiment une entreprise sociale ou pas, parce qu'on était des fois confrontés à ce problème-là. Et je pense que vraiment les opportunités sont énormes. On va accueillir le prochain forum JSF. On a beaucoup de structures, en tout cas, qui réfléchissent aussi bien sur le plan pratique que sur le plan théorique, sur les questions relatives à l'économie sociale et solidaire. Je pense que on a été très actifs au niveau du portage de la résolution qui a été votée au niveau des Nations Unies. C'est en tout cas en cours et ça va être officialisé bientôt. Et le Sénégal fait partie des pays qui ont porté aussi ce projet-là. Donc, je pense que l'ESS a un bel avenir, en tout cas dans notre pays. En termes de conseils, c'est d'abord une prise de conscience, parce que des fois, on est dans l'ESS sans le savoir. Donc, c'est d'abord une prise de conscience et ensuite, aller vers l'information. Parce qu'il y a énormément d'opportunités, je pense, qui sont là et qui ne sont pas connues. Bon, c'est vrai que ce sont les structures qui devraient les donner, mais je pense que les jeunes, notamment, peuvent aussi s'organiser pour mieux aller vers l'information, pour savoir qu'est-ce qui leur est proposé comme type d'accompagnement. Et aussi se mettre ensemble. Je pense que la mutualisation, on a beaucoup de gens, jeunes ou pas d'ailleurs, mais souvent les jeunes, qui font le même type d'activité, chacun de leur côté, une sorte de concurrence qui est inutile en fait. Parce qu'en se regroupant, en mutualisant, on arrive aussi bien à mutualiser les coûts et autres, mais aussi à être plus fort pour aller à la recherche de partenaires financiers ou de partenaires techniques. Parce que quand c'est un projet plus grand, il y a un problème d'échelle qui se pose et c'est plus facile peut-être pour les structures d'accompagnement d'aller vers quelque chose d'un peu plus grand que de distribuer, de saupoudrer des ressources, qu'elles soient financières ou bien de l'appui technique. Donc il y a ça aussi qui serait un conseil pour moi, c'est d'essayer vraiment de se mettre ensemble et d'essayer de mieux travailler aussi en collaboration avec les structures qui sont là au niveau local et au niveau de l'État central. Je ne vais pas dire comme tout le monde que je rêve d'une Afrique soudée, etc. Bon, mais c'est vrai que quelque part c'est ça. Mais vraiment mon rêve, il n'est pas seulement africain. Je pense qu'il est universel, mais mon rêve ce serait surtout un monde où il y aura un minimum d'inégalité. C'est-à-dire que je pense qu'on est doté d'énormément de ressources si on reste au niveau africain. Et malheureusement, ces ressources sont très mal réparties. Normalement, il ne devrait pas y avoir de gens qui meurent de faim, qui meurent de soif, qui n'ont pas accès à l'eau, qui n'ont pas accès à l'électricité, etc. Sur notre continent. Parce que si on arrivait vraiment à rapprocher, à réduire les écarts en fait, entre les pauvres et les riches, normalement, on devrait avoir quelque chose de plus cohérent et de plus harmonieux. Donc mon rêve, ce serait plutôt ça. Ce serait une Afrique où il n'y aurait pas d'inégalité. Surtout les écarts qui sont hyper importants que l'on voit même chez nous.